Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 18 mai. Un attentat suicide dans un centre commercial de Netanya en Israël fait 7 morts et plus de 100 blessés. Riposte ce soir d'Israël par un raid d'hélicoptères et de chasseurs bombardiers sur Naplouse. Le sauvetage des 8 spéléologues suisses bloqués au fond du gouffre de Gaumois dans le Doubs. Ils sont tous sains et saufs. Les plongeurs les ont retrouvés réfugiés dans une cavité. La bataille d'Abbeville serait en passe d'être gagnée grâce à l'armée et au génie. L'eau s'est presque entièrement retirée de la plupart des quartiers inondés depuis plus d'un mois et demi. Et puis nous irons à Cannes pour le 4e film français en compétition, La Chambre des officiers, avant de rejoindre Patricia Arquette, dont le film Human Nature, lui, n'est pas en compétition. En Israël, c'est toujours l'escalade. Le Hamas a revendiqué l'attentat suicide qui a fait 7 morts et plus de 100 blessés dans un centre commercial de Netanya, au nord de Tel Aviv. Attentat dénoncé par Paris et Washington. Aussitôt, l'armée israélienne a répliqué en attaquant Naplouse. Reportage sur place de Claude Sampère et de Mossi Harmon. L'explosion a eu lieu devant le centre commercial de Netanya. Depuis plusieurs semaines, la sécurité était particulièrement stricte devant tous les lieux publics. Ce matin, des Israéliens faisaient donc la queue ici avant de franchir le barrage de sécurité. Un homme s'approche avec un long manteau. Il fait très beau, très chaud. La foule repère cet homme étrangement vêtu, prévient la police. Trop tard, l'homme fait exploser la ceinture d'explosifs qu'il cachait sur lui. 6 Israéliens sont tués. Le kamikaze est mort également. Aux alentours du centre, des personnes en état de choc. Et un peu plus loin, d'autres qui tentent d'avoir des nouvelles de leurs proches. On veut shalom. La paix. Oui, on veut la paix. Mais ce qu'il y a ici, c'est qu'ils ne veulent pas la paix. Quelle paix peut-on espérer maintenant? Quelle paix? Ils tuent nos enfants, nos maris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le gouvernement Sharon, il faut qu'il fasse une guerre. Il faut qu'il rentre dedans. C'est plus l'Israël, ça, c'est plus. À Ramallah, ville palestinienne de Cisjordanie, la nouvelle de l'attentat a été annoncée au microphone et saluée par des applaudissements. On a même distribué des bonbons à la foule. Au même moment, à Gaza, des militants du mouvement extrémiste Hamas brûlaient la maquette d'une colonie et promettaient de nouveaux attentats. Après l'explosion de Netanya, l'armée israélienne a envoyé pour la première fois des chasseurs F-16 sur Ramallah et Naplouse. Le bombardement aurait pour l'heure provoqué la mort de 8 Palestiniens et fait plus de 70 blessés. L'attentat d'aujourd'hui est le 14e réalisé dans la région de Netanya. La Cisjordanie n'est qu'à 18 km d'ici et les infiltrations de terroristes palestiniens dans ce secteur sont plus faciles. Le kamikaze d'aujourd'hui venait de la ville palestinienne de Toul-Karem, à quelques kilomètres d'ici. Il appartenait au mouvement extrémiste Hamas. Charles Anderlin, bonsoir. On parle sans cesse d'escalade en Israël. Faut-il parler ce soir d'un début de guerre quand on voit les armes employées? Oui, jusqu'à présent, l'armée israélienne avait évité d'utiliser des chasseurs bombardiers contre les objectifs palestiniens situés dans des villes. Cela en raison de l'image négative que de telles opérations pouvaient projeter, notamment à l'étranger. Alors ce soir, après l'attentat de Netanya, le gouvernement Sharon a décidé de durcir considérablement sa riposte militaire. Et les raids sur Naplouse, Ramallah, Gaza, Toul-Karem, la liste s'allonge. Ces raids ne devraient pas être les seuls. C'est un message à l'autorité de Yasser Arafat que les porte-paroles israéliens critiquent avec virulence, l'accusant d'inciter à la violence, d'inciter au meurtre de juifs. La direction palestinienne, pour sa part, a dénoncé les attaques contre les civils des deux bords et condamné l'escalade israélienne contre son peuple. Ce soir, l'éventualité d'un cessez-le-feu est plus éloignée que jamais. La région s'enfonce dans la guerre. Merci Charles. C'est sans doute l'une des morts les plus atroces qui soit. 93 Africains, apparemment des candidats à l'émigration qui tentaient de rallier la Libye, sont morts de soif dans le désert à la frontière sud du pays. Le camion qui les transportait est tombé en panne. Et puis au large de Mogadiscio, dans le golfe d'Aden, ce sont au moins 86 Somaliens fuyant leur pays qui seraient morts noyés après le naufrage de leur bateau. En France, c'est un petit miracle qui s'est produit au gouffre de Gaumois, dans le Doubs. Les 250 à 300 secouristes mobilisés se montraient très pessimistes ces dernières heures. Certains n'espéraient plus récupérer vivants les 8 spéléologues suisses bloqués au fond du gouffre. Et puis, miracle, des plongeurs qui les ont retrouvés sains et saufs. Récit de cette journée, Jérôme Soulard, Alain Gauthier, Sylvain Gauthier et Alain Poirier.
Le ciel de Franche-Comté a enfin changé de couleur, du soleil d'abord, et les larmes de joie des familles soulagées après 40 heures d'attente. La nouvelle est confirmée, ils sont tous sains et saufs. On est content, c'est super. Au revoir. Un bonheur évidemment partagé par l'ensemble des secouristes. Ils sont en relativement bonne condition physique, on pense qu'on n'aura pas de gros problèmes, on va les retaper un petit peu. Voilà. On va mettre des moyens santé. Voilà. Ils vont être vus par les médecins et puis on procédera à l'évacuation. Un sauvetage difficile pour lequel les secouristes ont employé les grands moyens. Dynamite et pompe à eau puissantes. Mais ce sont finalement des hommes, des plongeurs comme ceux-ci, filmés dans une autre opération il y a quelques mois, qui ont pu localiser les rescapés dans une poche d'air un peu plus haut. Problème pourtant cet après-midi à Goumois, la montée des eaux ne permettait toujours pas une évacuation rapide des 8 touristes suisses. Le mieux, ce serait quand même, quitte à ceux qui restent un peu plus sous terre, de les sortir au sec plutôt qu'en plongée. En plongée, c'est pas évident quand même. Les plongeurs ont fait un bon travail pour aller les secourir, donc c'est assez difficile quand même. Se retrouver sous l'eau après avoir passé 48 heures dans un gouffre. Le travail des spéléologues secouristes va donc se poursuivre encore. Dans quelques heures, quand les conditions seront meilleures, les 8 touristes suisses devraient enfin retrouver l'air libre. Alors Patrick Fandiot, vous êtes sur place, il faut maintenant donc sortir un à un les spéléologues amateurs que sont ces étudiants de Zurich. Et là, il semble bien que la tâche des sauveteurs est très difficile. C'est vrai, Benoît, que les secouristes n'avaient pas du tout prévu ce scénario. En fait, il a plu en tout début d'après-midi. Pas beaucoup, mais assez pour provoquer une crue dans la grotte. Il y a par exemple plus d'eau ce soir qu'il y en avait hier. Et pour ne rien arranger, 3 des 7 pompes sont également tombées en panne. Donc maintenant, on attend la décrue pour une évacuation sans risque. Et d'après les pronostics les plus favorables, ce ne sera pas avant 3 à 5 heures. Et Patrick, est-ce que ce délai peut faire craindre pour leur vie ? Non, apparemment ils sont en bonne santé, ils ont à boire, ils ont à manger, ils vont même être chauffés. Les secouristes s'apprêtent à installer dans la grotte ce qu'ils appellent un point chaud, une espèce de tente en couverture de survie où la température peut être portée jusqu'à 23 degrés. Tout ceci pour qu'ils puissent passer cette 3e soirée consécutive. C'est quelques heures sans doute difficiles à vivre avant leur délivrance qui est quand même toujours prévue cette nuit, Benoît. Merci Patrick. La bataille contre la Somme que livrent les habitants d'Abbeville depuis plus d'1 mois et demi est peut-être sur le point d'être remportée cet après-midi grâce à une intervention des militaires du génie. L'eau s'est retirée de la plupart des quartiers de la ville. Anne Mourgue et Patrick Wurstorm sont sur place. Voilà, le niveau maximum de ce que j'ai eu est ici. Voilà. Et après les traits, c'est enfin jour par jour. André attendait ce moment depuis près de 2 mois. Ce matin, l'eau a enfin quitté sa maison. Et pourtant, ce n'est guère l'euphorie. Je serai soulagé quand ma maison sera en état. Là, je me dis que les plus gros efforts sont encore à venir. Les murs sont imbibés d'eau, les meubles moisis. Il faut maintenant évaluer les dégâts, racler, nettoyer. L'eau est partie, bien sûr, mais bon, il faut des bras aussi, et puis il faut maintenant nettoyer et remettre, je dirais, presque à neuf la maison. Même la gare d'Abbeville est enfin sortie de l'eau. Les trains devraient pouvoir de nouveau bientôt circuler. Ce soir, la moitié des quartiers inondés de la ville sont au sec, ou presque. Il faut maintenant rétablir l'eau courante, un minimum de confort. L'électricité pourrait être rétablie quand ? Lundi, en principe, lundi soir, c'est fini. Tout. Dans tout le quartier ? Dans tout le quartier. Pour la première fois, la cellule de crise est quasi déserte. Et pourtant, la vigilance demeure. On redoute de nouvelles pluies. On peut se faire du mauvais sang, comme nous disons chez nous, pour les mois qui viennent. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres inondations, c'est tout. L'inquiétude, d'autant que certains quartiers sont toujours sous les eaux. Ces retraités devront attendre encore plusieurs jours avant de pouvoir enfin rentrer chez eux. La conjonction de pluies diluviennes, de la nature des sols et du faible niveau d'écoulement du fleuve laissait penser que l'eau mettrait donc des mois à se retirer. C'était sans compter sur les efforts menés dans toute la région, qu'il s'agisse de l'installation de pompes ou du travail des militaires. Les explications de Stéphane Bretner et de Gilles Jacquier. Près de 3 milliards de mètres cubes d'eau recouvrent 106 communes de la Somme. Nous sommes fin mars, du jamais vu depuis 80 ans. À Abbeville, les habitants sont bouleversés. 15 jours qu'on ne dort pas, qu'on ne mange pas, et on voit tout notre labeur de 20 ans partir comme ça, mais vous vous en fichez.
La colère d'abord, la rumeur ensuite. Les Picards accusent Paris d'avoir inondé la Somme pour protéger la capitale. Impossible. Pendant que la rumeur court, l'armée s'est déjà mise au travail. De part et d'autre de la Somme, les soldats placent des sacs de sable pour canaliser la rivière. La prétention d'éviter donc le débordement de la Somme, simplement de canaliser le flux pour limiter les dégâts. Fin avril, 3 pompes géantes sont installées à Saint-Valery-sur-Somme, sans grande illusion. On n'a pas de solution miracle avec ça. Ça peut être un plus, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Voilà plus d'un mois que 1700 habitants sont inondés et l'eau qui ne baisse toujours pas. Début mai, grâce à un système de pompes, le quartier des Planches à Abbeville revoit ses trottoirs. En une journée, la décrue atteint 30 cm. Mais il reste encore beaucoup d'endroits inondés. Les affluents de la Somme sont saturés. L'eau étant immobile, une sorte de lac, le mouvement ne se faisait plus, donc on supposait la présence d'un bouchon. Donc il va falloir, sur à peu près 250 mètres, cureter l'ensemble de ce ruisseau et lui redonner donc une allure pour évacuer l'eau. Cureter, c'est le travail qu'a réalisé le génie il y a 2 jours. En colmatant une brèche de la rivière Bellifontaine et en draguant le lit des Nonais, l'eau a pu s'écouler et pratiquement assécher 2 quartiers d'Abbeville. C'est grâce à la baisse du niveau de la Somme que les militaires ont réalisé cette opération, mais leur mission n'est pas terminée. Ils vont maintenant rehausser les digues et pomper les dernières poches d'eau. Un commando de l'ETA se trouve, semble-t-il, dans la région de Tarbes. C'est en tout cas ce que soupçonne le parquet antiterroriste depuis que 2 agriculteurs de la région ont été menottés et séquestrés par 6 hommes armés qui leur ont pris leur voiture. Le plan épervier a été déclenché. Muriel Lassaga et David Bress. À la mairie de Saint-Sevé de Rustan, même le premier magistrat du village ne parvient pas à savoir auprès des gendarmes ce qui s'est passé sur sa commune la nuit dernière. Bonjour. Voilà, je vous téléphone comme ça, à tout hasard, vous avez rien à me dire ou... En plus, on a le droit de rien dévoiler. Hier soir, cette voiture circulait sur cette route avant de finir sa course dans un fossé. À l'intérieur, 5, peut-être 6 membres de l'ETA. 2 agriculteurs à bord de leurs voitures respectives s'arrêtent pour leur porter secours. Les terroristes les menacent alors d'une arme. Il ne parlait certainement pas français comme il faut, d'après ce qu'il a dit. Il n'y avait que celui qui avait que la chose qui parlait, d'après ce qu'il a dit. Il n'y avait que la... Il n'y en avait qu'un qui parlait français. Voilà, qui parlait français. Même lui a parlé du marché de Rabasteng et tout, celui-là. Des informations confirmées par les inspecteurs de la division antiterroriste de Paris venus sur place. Toute la journée, ils ont interrogé les 2 agriculteurs, dont cet homme qui ne voudra pas nous parler. Pendant 4 heures, lui et son ami ont été retenus en otage sans violence. Le temps nécessaire aux hommes de l'ETA pour décharger leur véhicule, personne ne sait encore ce qu'il contenait. Les terroristes se sont évanouis dans la nature, le plan épervier a été déclenché. Les enquêteurs avec qui nous avons pu nous entretenir en fin de journée ont la quasi-certitude qu'il s'agit bien de membres de l'ETA, puisqu'ils parlaient a priori le basque espagnol et qu'ils circulaient sur les routes du sud-ouest, une région considérée depuis longtemps comme la base arrière de l'ETA. À quelques jours du jugement sur l'un des volets de l'affaire Elf, qui doit être rendu le 30 mai, Loïc Le Floch-Prigent sort de son silence et accuse tous les présidents de la République. Depuis Charles de Gaulle, dit-il, ils étaient tous au courant du système de commission mis en place par le groupe pétrolier. Olivier Caroff et Jean-Daniel Fézaquet. Jacques Chirac est au courant de tout ce que je sais, exactement comme avant lui, François Mitterrand. Cette phrase, Loïc Le Floch-Prigent en a pesé chaque mot, c'est sa vérité et ce matin il l'a rendue publique pour la première fois. 2 interviews où l'ancien PDG d'Elf se décrit comme un homme seul, malade, lâché par les puissants, sans vie sociale, dit-il, depuis 5 ans. Solitude relative, voici Loïc Le Floch-Prigent il y a juste 8 jours, croisant un autre mis en examen célèbre, Michel Roussin, et plusieurs dignitaires africains. C'était un cocktail pour le prix de l'amitié France-Afrique, car l'ex-patron d'Elf continue à travailler toujours dans le pétrole, toujours avec l'Afrique. Un consultant pour chef d'État étranger qui aujourd'hui lance un avertissement. Je m'estime encore lié à certains secrets. Si un jour je sentais que ma famille est vraiment en danger, je réagirais peut-être différemment. Propos lourds de menaces à moins de 2 semaines de son jugement dans l'affaire Elf Dumas. Il risque 5 ans de prison et 2,5 millions de francs d'amende. À la presse, il lâche ce qu'il n'a pas dit au procès. Le système Elf a été mis en place pour rendre l'hypothèse de financement politiques occultes, français ou étrangers, possible.
Elf, machine à corrompre, l'Élysée dément formellement avoir été informé à quelque niveau que ce soit de versement de commission. En tout cas depuis 1995 et l'élection de Jacques Chirac. Les révélations de la commission d'enquête sénatoriale sur la crise de la vache folle et cette gestion de cette crise par les politiques provoquent une levée de boucliers. Ce sont d'abord les ministres concernés de l'agriculture qui s'étonnent et s'insurgent au point que les sénateurs se sont sentis obligés de faire une mise au point. Commentaire d'Alexandre Carra. Il aura suffi de 24 heures au rapport de la commission d'enquête du Sénat pour enflammer la classe politique. 362 pages qui mettent en cause l'action des pouvoirs publics tout au long de la crise de la vache folle. Les anciens ministres de l'Agriculture, indirectement mis en cause, ont réagi les premiers. Pour ne pas avoir la conscience tranquille, il faudrait se dire à tel moment, je savais qu'il y avait un problème, je savais qu'il y avait un risque et je n'ai pas pris les mesures nécessaires. Ce n'est pas le cas. À chaque fois qu'il y a eu un risque, à chaque fois que les scientifiques nous ont dit il faudrait peut-être être prudent et faire attention, nous l'avons fait. Même son de cloche pour Henri Nallet, ministre du gouvernement Rocard. À l'époque, on ne savait rien. Jean Puech, ministre d'Édouard Balladur, s'étonne pour sa part de ne pas avoir été entendu par la commission. Jean Glavany va plus loin. Pour lui, le fait que le rapport n'ait pas été voté à l'unanimité est un signe qui ne trompe pas. Moi, j'ai présidé déjà des commissions d'enquête parlementaires et je m'étais efforcé, avec succès d'ailleurs, à chaque fois que les rapports soient votés à l'unanimité. Là, ça n'est pas le cas et c'est pas la tradition parlementaire. C'est donc qu'on est peut-être probablement dans une logique plus partisane, voire politicienne. Le rapporteur de la commission se défend d'avoir attaqué Jean Glavany comme les autres responsables. Jamais, que ce soit à son encontre, que ce soit à l'encontre de M. Nallet, de M. Vasseur, eh bien nous n'avons fait, si je puis dire, d'attaque personnelle. Après le Sénat, c'est au tour de l'Assemblée nationale de préparer pour la fin du mois de juin un rapport sur la crise de la vache folle. Un rapport qui, à n'en pas douter, sera très attendu par la classe politique. Et l'Assemblée nationale a achevé hier soir l'examen du projet de loi sur la Corse. Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur, a créé la surprise en affirmant que certains transferts de compétences attribués à la Corse pourraient être étendus à toutes les régions françaises. Une déclaration qui a eu visiblement un écho jusqu'à La Réunion où se trouve Jacques Chirac. Le chef de l'État a annoncé ses propres propositions, mais uniquement pour l'outre-mer. Reportage de nos envoyés spéciaux Véronique Saint-Olive et Didier Rancoeur. Une économie asphyxiée, 30% de chômage, La Réunion est aujourd'hui dans l'impasse. Alors Jacques Chirac est venu proposer un plan pour un nouveau développement qui pourrait être celui d'un candidat à la présidentielle. Une vision à long terme pour un projet libéral. Versement dégressif du RMI aux entreprises qui embaucheraient ceux qui le perçoivent, exonération des charges sur les bas salaires, défiscalisation pour tous, engagement de la nation sur un programme pluriannuel chiffré sur 10 ans. Il s'agit de rétablir la confiance. Et puis il y a l'aspect social. Jacques Chirac invente le salaire maternel qui permettrait aux femmes de toucher toutes les allocations regroupées. Le président de la République veut comprendre tout le monde, même les bébés. Voilà, c'est ça, vous faites un peu, c'est un bon français. Voilà. Mais pour Jacques Chirac, cette relance économique nécessite un nouveau cadre institutionnel. Le président de la République propose donc une révision de la Constitution qui le rendrait possible, devant le ministre de l'Outre-mer, presque impassible. Il n'y a plus aujourd'hui de formule unique qui réponde efficacement aux attentes variées des différentes collectivités d'outre-mer. Chacune d'entre elles doit être libre de définir au sein de la République le régime le plus conforme à ses aspirations et à ses besoins, sans se voir opposé à un cadre rigide et identique. Jacques Chirac, en se déclarant favorable à des pouvoirs accrus pour l'outre-mer, répond ici à une demande forte. Mais cette prise de position pourra paraître paradoxale, alors que le débat sur de nouvelles prérogatives pour la Corse a suscité une totale cacophonie à droite. Et le projet de loi sur la Corse, justement étudié par l'Assemblée, continue d'inquiéter, notamment dans son article 12, qui permettra à l'Assemblée territoriale de déroger à la loi littorale. Qu'en sera-t-il alors de la protection des côtes, remarquablement préservées jusqu'ici sur toute l'île de Beauté? Reportage de Arnaud Boutet et de Jean-François Renou. Aujourd'hui, 70% du littoral corse est vierge de toute construction. Mais voilà peut-être demain à quoi ressemblera la jolie plage de Palambaggia. Des paillotes édifiées en toute légalité. Un hôtel derrière la bande des 100 mètres, c'est possible. La décision reviendra non plus à l'État, mais aux élus corses qui, depuis quelques jours, tentent de rassurer les plus sceptiques. Nous n'avons pas du tout l'intention de brader notre littoral ni nos montagnes. Nous voulons au contraire essayer de faire beaucoup mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent.
Les enjeux financiers sont énormes. Au nord, au sud, les traits rouges indiquent les sites déjà convoités par des promoteurs. Les défenseurs de la loi littorale s'insurgent. Selon eux, cette réforme menace la côte. On ne peut pas permettre aujourd'hui que la loi littorale soit modifiée, soit touchée, parce que ça ouvrirait la porte au blanchiment d'argent, ça ouvrirait la porte à l'exclusion, ça ouvrirait la porte au béton. Voici enfin les zones inconstructibles. Elles appartiennent au conservatoire du littoral, c'est-à-dire à l'État. Le conservatoire possède 20% des 1000 km de côte. Il envisage d'acquérir de nouveaux sites dans des zones sensibles et devenir un rempart, peut-être le dernier, contre les dérives de l'immobilier. Pas de surprise chez les Verts, c'est bien Noël Mamère qui arrive en tête au premier tour du scrutin interne destiné à désigner leur candidat à la présidentielle. Mais l'avance n'est pas aussi franche qu'on aurait pu le penser. Noël Mamère a 42% des voix contre 25% à Alain Lipietz. Résultat définitif le 20 juin. Et puis la grogne dans la majorité, après les attaques de Jean-Pierre Chevènement contre le projet Corse à l'Assemblée, c'est Robert Hue qui n'est plus tout à fait sûr de venir au dîner de la majorité prévu le 23 mai. Le porte-avions Charles de Gaulle est bon pour le service, du moins en théorie. Il participera du 21 mai au 1er juin à l'exercice franco-italien Trident d'Or, un exercice naval qui doit rassembler 70 bâtiments d'une douzaine de pays au large de la Corse. Florent Muller. On l'a cru un temps réformé, mais voilà le Charles de Gaulle déclaré apte au service. Après 7 années de gestation douloureuse, la marine est fière de vous annoncer la naissance de son nouveau bébé. On l'a appris à nager, maintenant on enlève les bouées, on le jette à la piscine et on lui dit maintenant parti pour le 100 mètres. Il est beau, il est grand et il fait du boucan. Les retards du porte-avions avaient fait grand bruit, désormais c'est au tour des hélices de fortune qui remplacent les originales. Une gêne sonore suffisamment importante pour déplacer 90 marins à l'autre bout du bateau. Mais qu'importe, l'équipage a le sourire car ce Léviathan est enfin opérationnel. En gros, on roule pour l'instant avec des roues de secours, mais on peut rouler quand même. Donc il n'y a pas de raison de s'interdire de le faire puisque, je viens de vous le dire, on a fait 18 000 km, on a atteint la vitesse de 40 et quelques kilomètres qui est largement suffisante pour mettre en œuvre les avions. Dès lundi, le Charles de Gaulle participera à des exercices internationaux en Méditerranée. Après les tempêtes, on lui souhaite une mer d'huile. L'annonce d'un nouveau décès par cancer sur l'ancien site de l'usine Kodak de Vincennes relance la polémique et les craintes. 4 enfants fréquentant l'école maternelle installée sur l'emplacement de l'ancienne usine ont déjà développé des cancers ces 6 dernières années. Cette fois, il s'agit d'un enfant de 4 ans résidant à proximité et décédé en novembre dernier. Loïc Delamornay et Delphine Détry. Les parents l'ont appris mardi soir. Une petite fille de 4 ans est morte en novembre dernier d'une tumeur au cerveau. C'est le 5e cas de cancer chez un enfant. Mais contrairement aux 4 cas précédents, cette fillette n'a jamais fréquenté l'école Franklin Roosevelt. Elle habitait juste une rue voisine. En fait, tout le quartier, et pas seulement l'école, est construit sur le site d'une ancienne usine Kodak qui utilisait des produits chimiques et toxiques. L'inquiétude des parents d'élèves devient aujourd'hui l'inquiétude des habitants du quartier. Oui, la décision est prise de déménager, c'est clair. Ça va bousculer une décision qu'on imaginait plutôt dans un an. Vous avez pris la décision de leur retirer l'emploi? Oui, parce que je ne suis pas du tout sûre qu'ils ferment l'école et voilà. Donc moi, j'ai pas envie de prendre un risque. 10 familles ont déjà retiré leur enfant de l'école. Une école dont la fermeture n'est pas envisagée par la mairie. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de fermer cette école. Je sais bien que c'est pas facile à comprendre pour les parents. Ça les rassurerait dans un premier temps, mais dans un second temps, ils diraient mais c'est peut-être effectivement tout le quartier, et puis ils auraient encore davantage peur. De fait, les études effectuées par tous les organismes de sécurité sanitaire n'ont rien donné. Il existe bien une pollution à l'état de trace, mais elle est identique à celle que l'on retrouverait dans n'importe quel endroit de la région parisienne. On peut conclure avec certitude qu'il n'y a pas de lien entre la fréquentation de cette école et la survenue des cas de cancer. N'est-ce vraiment qu'un malheureux concours de circonstances? Les parents attendent avec anxiété de nouveaux résultats, prévus pour le 15 juin. Au Havre, l'explosion d'un véhicule roulant au GPL a blessé légèrement 5 personnes, dont 3 policiers. Une explosion qui s'est produite la nuit dernière et qui a fait d'importants dégâts. Cyril Deveau et Nadine Picard. Une carcasse carbonisée. C'est tout ce qu'il reste de cette Peugeot 205. Le véhicule était équipé d'un réservoir GPL, du gaz de pétrole liquéfié. C'est donc une véritable bombe qui a explosé vers 2 h du matin en plein centre-ville du Havre. Les flammes dépassaient, je sais pas moi. Oh là là, c'était près, au moins jusqu'au 1, 2, 3
troisième étage que ça montait les flammes. Le choc est si violent que 5 personnes sont blessées, plusieurs vitrines soufflées et 2 magasins incendiés. Selon le ministère des Transports, la voiture a explosé car le réservoir n'était pas équipé d'une valve de sécurité. Voici un réservoir GPL testé avec une valve. En cas d'incendie, le gaz s'échappe sous l'effet de la pression. C'est le principe de la cocotte minute. Et voici le même réservoir sans valve de sécurité. C'est comme cela que la voiture du Havre a explosé la nuit dernière. Il faut que le plus rapidement possible, tous les propriétaires de véhicules GPL qui ont été immatriculés avant le 1er janvier 2000 viennent voir leur concessionnaire pour mettre à niveau et mettre en sécurité leur véhicule. La valve de sécurité sera obligatoire à partir du 1er janvier prochain. Et pourtant, 2 tiers des 200 000 véhicules équipés d'un réservoir GPL n'en possèdent toujours pas. La pose coûte entre 600 et 1500 francs selon les modèles. Gouvernement et professionnels ont décidé d'en rembourser la moitié pour accélérer la mise aux normes des véhicules GPL français. Le football, c'est à n'y rien comprendre dans le championnat de première division. Hier, le tribunal administratif de Lyon a suspendu le retrait de 7 points infligés à Saint-Étienne dans l'affaire des faux passeports. Et aujourd'hui, les instances fédérales en appellent au Conseil d'État. Mais en attendant, on ne sait plus très bien quel club évoluera l'an prochain en première division. Nathalie Dorinxan et Olivier Jacques. Le soleil est enfin revenu sur Saint-Étienne. Alain Bompard, le président du club, a retrouvé le sourire. Les Verts ne sont pas encore tirés d'affaire, mais depuis hier, ils ne sont plus condamnés à la 2e division. Le tribunal administratif de Lyon a suspendu la sanction infligée au club suite à l'affaire des faux passeports. En attendant la décision de la justice, les Verts ont récupéré leurs points. Ils ne sont plus qu'à une victoire de l'OM, premier club non relégable. La justice sportive a accablé le club de Saint-Étienne pendant 6 mois. La justice, la vraie, en a décidé autrement. Un rebondissement supplémentaire dans cette histoire qui débute en janvier. La Ligue de football sanctionne Saint-Étienne et ses joueurs en situation irrégulière. Les Verts perdent 7 points, mais le club fait appel, la sanction est suspendue. 3 semaines plus tard, la commission d'éthique du sport donne match perdu à Saint-Étienne dans son conflit face à Toulouse. Les Verts perdent les 3 points de la victoire et sont condamnés à 3 points de pénalité. Pas pour longtemps, puisque le 2 mars dernier, la fédération annule cette décision et inflige 7 points de pénalité à Saint-Étienne, qui passe à la 17e place. Officiellement promis à la D2, Saint-Étienne est aujourd'hui en sursis, mais la fédération ne l'entend pas ainsi et attend avec impatience la dernière journée de championnat. Il y aura demain soir un classement publié par les médias, entériné par la commission d'organisation de la Ligue nationale, avec les réserves d'usage, puisqu'il y a des contentieux. Demain, si l'OM perd à 3 et si Saint-Étienne bat Guingamp, il faudra attendre la décision de la justice pour connaître le classement définitif de ce championnat particulièrement mouvementé. En tennis, sachez qu'Amélie Mauresmo s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de Rome en battant l'Argentine Paola Suarez. Demain se disputera la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Le Stade de France sera opposé au club anglais de Leicester. Une première pour les Français à ce stade de la compétition qui compte beaucoup sur la présence de Christophe Dominici. Son grand coup de blues du début de l'année paraît oublié. Portrait signé Christophe Duchiron et Blaise Grenier. C'était le 31 octobre 1999. Une fin d'après-midi d'automne. Et dans la vie de Christophe Dominici, quelque chose allait changer. Par la magie d'une demi-finale de Coupe du Monde gagnée face aux All Blacks, il acquit soudain une réputation et une dimension planétaire. 1m73, 80 kg, physiquement Dominici, c'est Titi qui triomphe de Gros Minet. 3 carrels coiffés en faux blond, il tient plus du joyeux lutin que de l'armoire à glace, mais ses qualités de rugbyman sont extraordinaires. Après la demi-finale, rançon de la popularité, il fut de plus en plus sollicité. Les soirées, les invitations à la télé, et en novembre 2000, grosse fatigue révélée par une chute de tension, le tout lié à des problèmes personnels, comme on dit pudiquement. 2 mois d'arrêt. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais je crois que la phrase veut dire ce qu'elle veut dire. C'est que j'avais besoin de souffler à ce moment-là, en novembre 2000. Et voilà quoi. C'est que j'étais obligé de me recadrer, de redonner un sens et un but à ce que je faisais quoi. Après son retour dans le tournoi des 6 nations, Christophe Dominici s'est refait un physique et un moral avec son club du Stade français. Avant d'affronter Leicester en finale de la Coupe d'Europe, les joueurs se sont entraînés cette semaine sur le terrain d'Evry.
pour les interviews. Il y avait des journalistes et des enfants. À quel âge avez-vous commencé le rugby? Très tard, je crois que j'ai commencé à 17 ans. Est-ce que tous les joueurs font le même entraînement? On s'entraîne ensemble, mais il y a une spécificité de poste. Quand on fait une finale, c'est pour la gagner, donc il faudra que toutes nos énergies soient concentrées sur cet objectif-là, parce que c'est un événement très très important pour chacun. Et je dirais pas qu'on peut rentrer dans l'histoire, mais on peut marquer et faire quelque chose de grand, donc il faudra qu'on le fasse tous ensemble. Christophe Dominici admet volontiers que sans le rugby, il serait devenu un voyou. Originaire du Var, parti de pas grand-chose, le voilà à Paris en équipe de France. Il accomplit une carrière en lettres capitales. En quelque sorte, un homme de défi. Et le match sera bien sûr demain après-midi sur France 2. Nous partons maintenant pour Cannes avec le 4e film français en compétition. François Dupeyron, l'auteur de Drôle d'endroit pour une rencontre, présente à Cannes la Chambre des officiers, le portrait d'une gueule cassée de la Première Guerre mondiale. Marie-Jo Jouan et Patrick Voix. En arrière-plan, la guerre de 14-18, mais juste en arrière-plan. Car le sujet de la Chambre des officiers, c'est avant tout l'histoire de la reconstruction mentale et physique d'un homme meurtri dans sa chair et dans son cœur. François Dupeyron, le cinéaste de C'est quoi la vie, retrouve son acteur fétiche, Éric Caravaca, dans le rôle d'un jeune officier défiguré par une grenade et qui passera la guerre au Val-de-Grâce. André Dussolier campe un chirurgien chargé de remodeler les visages. Sabine Azema, une infirmière au regard tendre. Quant aux gueules cassées de la Chambre des officiers, on ne les découvrira tout d'abord que dans le regard des autres. J'avais choisi de le montrer avec parcimonie. Ça m'a mené à avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas. Et je me suis rendu compte en faisant ce film qu'on montre souvent trop les choses. C'est pas parce qu'on montre totalement une chose qu'on va la rendre émouvante. Le masque, le côté dévisagé, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Comme un masque de commedia dell'arte aide un acteur à passer outre ses pudeurs et tout ça. Ce médecin a existé en fait au Val-de-Grâce, j'ai su ça par la suite et c'est vrai que les médecins militaires en matière de chirurgie esthétique ont été des précurseurs, et donc ils ne connaissaient pas grand-chose et il fait des essais, mais pas comme un docteur Mabuse, mais vraiment avec des connaissances, des compétences, mais pas tant que ça. La Chambre des officiers, c'est aussi l'histoire d'un homme qui souffre du regard des autres. C'est un film qui traite de l'apparence aussi, hein, pas seulement de la guerre de 14, de nos relations avec les autres, dans ce monde, notre société où on ne parle que de l'apparence. Le dernier film de la sélection française est un film d'espoir, d'amour, pour dire simplement que la vie est plus forte que tout. Et avec nous en duplex de Cannes, Madame la ministre de la Culture, Catherine Tasca, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors je crois pas que vous avez eu le temps de voir beaucoup de films à Cannes, mais votre impression sur cette cuvée Cannes 2001, aussi bien du côté du cinéma français que du cinéma étranger? Alors pour ce que j'ai vu, c'est-à-dire seulement 3 films, et je vais voir tout à l'heure celui de François Dupeyron, ce sont des films magnifiques. J'ai vu le film de Nanni Moretti, j'ai vu le film de Jacques Rivette, qui est un immense plaisir de bout en bout. Donc pour moi, en tant que spectatrice, c'est un très bon cru, mais de ce que je sais de l'ensemble de la programmation, je crois que ce sera un très grand cru. Ce qui me frappe vraiment là cette année, c'est que tout à la fois nous avons des films très grand public et des films d'auteurs réputés plus difficiles. Nous avons l'apparition vraiment d'une génération très forte, très diverse, elle aussi, de jeunes cinéastes. Et j'ajoute qu'on découvre aussi à Cannes que les plus anciens, je pense à Manuel de Oliveira par exemple, mais aussi à Jacques Rivette, eh bien ces anciens sont sans doute parmi les plus jeunes aujourd'hui dans le cinéma du monde. Madame Tasca, je ne vais pas vous demander donc un pronostic sur la Palme de dimanche, puisque ça serait malhonnête, hein, vous n'avez pas vu suffisamment de films. Mais à propos de l'affaire du film qui retrace cette histoire de ce criminel Roberto Succo et qui est donc non pas interdit, mais en tout cas suspendu d'exploitation dans certaines villes, dont Chambéry, pour les raisons que vous savez, qu'est-ce que ça amène comme réaction de votre part? Tout d'abord que
moi, je ne peux pas être heureuse lorsqu'il y a soit une interdiction, soit une éviction, même momentanée, d'une œuvre. Je pense que l'art peut se saisir de toutes les questions, de toutes les situations. C'est même souvent le sens de son poids dans notre société. En même temps, je dois dire que je comprends parfaitement que cette distance que nous pouvons avoir les uns et les autres par rapport à un fait divers réellement monstrueux, eh bien cette distance, elle est beaucoup plus difficile pour ceux qui ont subi ces faits dans leur chair, dans leur famille, dans leur monde professionnel. Et je peux comprendre, ça veut dire que je peux admettre que momentanément, ici ou là, à Chambéry, à Annecy, on est choisi de ne pas donner à voir maintenant ce film qui, par ailleurs, est un film totalement respectueux de l'ensemble des protagonistes de cette situation. Et ce qui n'empêchera pas le film de vivre sa vie par ailleurs. Heureusement. Très bien. Madame la ministre, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis on verra dimanche ce qu'il en est de ce festival et de la Palme. Voilà, et l'entretien avait été réalisé un peu plus tôt dans l'après-midi. Depuis, on a appris que le film de Roberto Succo serait projeté ce soir à Albertville et ce week-end à Aix-les-Bains. Alors avant de rejoindre Patricia Arquette qui nous attend à Cannes, présentation de son film Human Nature, une comédie burlesque et philosophique signée Michel Gondry, un Français méconnu ici mais apprécié aux États-Unis pour ses clips. Pascal Deschamps et Patrick Deschmecker. Human Nature, c'est Patricia Arquette jouant les créatures mi-sauvages, mi-civilisées, ou Tim Robbins jouant les savants quelque peu demeurés sous la houlette d'un presque inconnu. Mais Michel Gondry a débarqué à Hollywood précédé d'une solide réputation. 37 ans, dont plus de 20 à jouer avec les images, depuis les clips de son propre groupe, Oui Oui, jusqu'à ceux de Dao, les Rolling Stones, Björk ou Lenny Kravitz. 37 ans et toujours la même bouille, gamine et désenchantée. Moi j'ai toujours été jeté des fêtes quand on était petit, quand j'étais jeune on essayait d'aller au bain-douche ou au bus Palladium, on se faisait toujours jeter. Donc, Et pourquoi? Parce que j'avais pas le look. On n'avait pas le look. Et toujours maintenant je me fais jeter alors. Human Nature raconte la rencontre d'un homme élevé comme un singe et d'une femme dotée d'une pilosité exceptionnelle sous les yeux d'un savant hostile à l'idée même de nature. Forget guinea pigs. Forget cats, monkeys too. I'm on the stage behind the human subject. No. I can change him. I can teach him. I can save this unfortunate man's life. No, I won't let you. It's wrong. I think it asks questions. C'est un film qui nous fait nous interroger sur nous-mêmes. You know, it kind of talks about. Il évoque l'idée que nous nous cachons tous derrière des masques. You know, behind. Et que nous avons peur de révéler notre vraie personnalité. Et que nous refusons nos instincts naturels. Le petit Gondry, le deuxième en partant de la gauche, entre dans la cour des grands de la plus belle des manières, sans la pression de la compétition et plutôt bien entouré. Gondry, un gars bien, tout heureux d'être ici. Eh, regarde-moi, derrière Patricia Arquette, c'est moi qui prends la photo. Excuse-moi, Pat. Alors Patricia Arquette, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Pourquoi vous avez dit oui à ce Michel Gondry qu'on ne connaît pas très bien ici en France, mais que vous connaissiez, vous, aux États-Unis? En fait, j'avais vu une des vidéos qu'il avait faites de Björk et j'étais fascinée par ce qu'il faisait et j'avais très envie de travailler avec lui et il m'a proposé de faire une vidéo pour les Rolling Stones et j'ai accepté tout de suite. Je suis une grande fan des Rolling Stones et je voulais vraiment travailler avec Michel. En travaillant avec lui, bien entendu, on voit que c'est un grand artiste visuel, mais le jeu d'acteur est très important pour lui et il m'a mise très à l'aise dans mon jeu. Je lui ai dit que mon rêve était de faire un film avec lui et nous avons cherché et il a trouvé ce projet qui avait été écrit par Kaufman, qui avait fait Dans la peau de John Malkovich. Et surtout, c'était un personnage très intéressant, donc on l'a fait. Et surtout, pourquoi avoir dit oui à ce scénario? Parce qu'on ne le voit pas bien dans les extraits du film qu'on a pu diffuser là ce soir, mais vous êtes souvent nue et très très velue dans ce film, comme une femme singe. C'est pas un rôle qu'on accepte facilement, j'imagine.
Eh bien, en tant qu'actrice, j'ai envie d'être courageuse. En tant que femme, j'ai envie d'être courageuse. Et en tant qu'artiste, j'ai envie d'explorer différentes possibilités. J'ai joué le rôle d'une femme fatale, où on est belle, séduisante. Et je n'ai pas envie d'être obligée de me conformer à l'idée que les gens ont de ce à quoi doit ressembler une femme. Et comme le disait Tim, tout le monde a le sentiment qu'ils ont quelque chose qu'ils aimeraient changer ou qu'ils pourraient changer et que les gens les aimeraient plus. Donc, lorsqu'on a fini de filmer cela, j'étais à Hawaï avec mon fils et il y avait une petite fille qui avait le dos plein de poils. Donc, c'est des choses avec lesquelles les gens doivent vivre parfois. C'est ce que vous pensez? Jusqu'où on peut aller, parce que c'est un peu l'histoire du film, jusqu'où on peut aller pour essayer de séduire un homme? Quelles concessions on doit faire sur soi, sur sa vraie personnalité? Je crois que mon personnage dans le film, Lila, est quelqu'un de très maternel. C'est une femme très aimante et elle souhaiterait que tout le monde soit libre. Et cela me rappelle beaucoup ma mère. Certaines des choses que j'ai vues dans la vie de ma mère et certaines choses de ma propre personnalité. Dans certaines situations, quelqu'un peut avoir un besoin, une exigence, et moi j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire la sieste. Bon, et j'ai toujours tendance à dire oui, tu as envie de sortir, bon, ben je sors. Et bon, je me reposerai la semaine prochaine. Et petit à petit, à faire des concessions pour l'autre personne, pour le bonheur de l'autre personne, on finit par se perdre soi-même. Et Lila a grandi avec cette pilosité et une très grande honte, et elle fait des compromis pour qu'on l'aime. Merci beaucoup, Patricia Arquette. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis on aura bien compris que vous étiez maintenant une femme libre. Avant de refermer ce journal, ces belles images d'un champ éphémère de 150 000 coquelicots. Les fleurs sont artificielles et plantées une à la main devant Beaubourg, à Paris, ce qui a nécessité 3000 heures de travail. Et quand on voit le résultat, on se dit que ça en valait peut-être la peine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Un attentat suicide dans un centre commercial de Netanya en Israël fait 7 morts et plus de 100 blessés. Riposte ce soir d'Israël par un raid d'hélicoptères et de chasseurs bombardiers sur Naplouse. Et puis le sauvetage des 8 spéléologues suisses bloqués au fond du gouffre de Goumois dans le Doubs. Ils sont tous sains et saufs. Les plongeurs les ont retrouvés réfugiés dans une cavité. Voilà, tout de suite la météo, c'est Nathalie Riouet qui nous attend, suivi du point route avec Valérie Maurice, puis votre série PJ, 23h Bouillon de culture, minuit 25, le dernier journal ce sera Thierry Tuillier, demain dans Thé ou Café, l'invité de Catherine Sellac sera Dominique Blanc, et quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h sur France 2, très bonne soirée sur notre chaîne.